Alors, aujourd'hui, je vous parle de la recette de l'échec pour réussir vos communications. Moi, ça fait un bon bout de temps que je suis dans le domaine de la formation. D'ailleurs, un petit peu plus sur moi, c'est qui lui, Sébastien, fait depuis 2003 que je fais de la formation, au début dans les usines, dans le domaine pharmaceutique. En 2010, j'ai eu la chance de perdre mon emploi, restructuration, coupure de poste, et c'est là que je me suis dit, hey, je pourrais faire de la formation à temps plein. Et j'ai commencé à travailler en 2010 à mon compte. En 2011, j'ai commencé à travailler avec Sinor. Ça fait 14 ans maintenant et c'est un partenaire avec qui je travaille plus que 50 de mon année, facilement. C'est toujours un plaisir. Et mon domaine, ben, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Un être humain qui doit travailler avec un autre être humain. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, au menu, on va voir 6 erreurs que vous devez commettre pour assurer l'échec de vos communications. Parce que peut-être vous n'avez jamais entendu ça, mais la communication, c'est 80 des problèmes, des erreurs, des incidents qui arrivent dans la plupart des organisations. Ouais. Fait que si vous voulez être dans ce 80 %-là d'erreurs qui sont dues à la communication, voici les 6 erreurs à commettre. Assurez-vous d'utiliser un langage que les autres ne comprennent pas. Réfléchissez pas avant de communiquer. Rappelez-vous que tout le monde voit les choses de la même manière que vous. Vous n'avez pas besoin de vous adapter à votre auditoire. Votre ton, il n'est pas important. Seuls les mots comptent. Et prenez pour acquis que vous avez été compris. On va regarder ça aujourd'hui. Premier conseil, donc, si vous voulez assurer un échec en communication, assurez-vous d'utiliser un langage que les autres ne comprennent pas. Et ça, moi, je l'ai vécu directement. J'ai eu à un moment donné, dans mon ancien emploi, un appel sur ma boîte vocale. J'arrive un matin, je travaillais comme coordonnateur de formation, je prends le message, et c'est un message en anglais d'un Américain, je vous le traduis en français, et il dit Bonjour, c'est Mike de l'Académie Chevron. Je vends des cours en ligne pour l'industrie pharmaceutique, ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors, je vous invite à aller voir mon site web www.academychevron.com. Vous allez trouver là-dessus notre liste de cours, toutes les coordonnées pour me rejoindre, mon numéro de téléphone, mon courriel, mon numéro de Skype, dans le temps qu'on se servait de Skype, et j'attends de vos nouvelles. Et là, c'était un excellent timing parce que ma patronne m'avait dit, Sébastien, un de tes projets pour le prochain trimestre, c'est de trouver un fournisseur de cours en ligne pour l'industrie pharmaceutique, pour sauver du temps en formation puis avoir des formations automatisées. Et là, je fais comme, wow, il arrive de où, lui? Et donc, je m'en vais sur Internet, je me dis, m'aller voir son site web, www, oui, oui, dans le temps qu'on tapait www.academychevon. Ça marche pas. OK. Chevon, comment ça s'écrit? S-H-E-V-A-N. Non, ça marche pas. S-H-E-V-A-U-N? Ça marche pas non plus. Ah, c'est peut-être Chevron, C-H-E-V-R-O-N. Ça marche pas non plus. Peut-être pas de R, Chevron, ça marche pas non plus. Et j'ai même essayé des affaires, tu sais, genre S-H-E-V-A-U-G-H-N, Chevron. Tu sais, des fois en anglais, il y a des G et des H qui apparaissent. Rien. Je dois avoir essayé à peu près 20 combinaisons, pluriel, singulier, tout ça. J'ai jamais trouvé le motadine de site web. Et j'ai abandonné. Peut-être 2 mois plus tard, j'ai un appel sur ma boîte vocale. Encore une fois, je n'ai pas parlé à la personne. Message sur la boîte vocale. Hey, bonjour, c'est Mike de l'Académie Chevron. J'ai laissé un message il y a un certain temps. Je faisais un suivi pour voir s'il y avait de l'intérêt de votre part. Alors, rappelez-vous, pour trouver mes coordonnées, notre liste de cours et nos prix, www.academychevron.com. Et là, je me dis, hey, ça va faire. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il dit, là. Chevron, je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il dit. Mais je réessaye. Et là, je retourne sur Internet, je réussis tant bien que mal à taper toutes sortes de formes. Peut-être des formes que j'avais déjà essayées, peut-être d'autres. J'utilise Google, qui était beaucoup moins efficace dans ce temps-là aussi. Jamais trouvé le mot tadine de site web et j'ai abandonné. 3 ans plus tard, je regardais une émission américaine, une télésérie avec ma conjointe, et il y a un des personnages, le personnage principal, s'appelait Chevron. Et là, je fais comme, ah ben, c'est un nom de femme, ça. Ah, OK. Et à un moment donné, dans la série, on voit à l'écran son nom écrit. Alors, regardez bien, ça s'écrit comme ça.
Ouais. Je ne sais pas pour vous, là, mais ça, pour moi, c'est Siobhan. OK? Mais ça se prononce Siobhan. C'est un mot qu'on retrouve en Irlande, un nom qu'on retrouve plus populaire en Irlande, d'origine gaélique, à ce que j'ai pu voir, et ça se prononce réellement comme ça. Et là, j'ai fait, hey boy, si c'est vraiment ça, je comprends que je n'ai jamais trouvé. J'ai pris ma tablette et j'ai fait www.academysioban.com. Ça n'a toujours pas marché. Et là, je me suis dit, bon, sûrement qu'il a fait faillite parce que personne ne trouvait son motadine de site web. Mais tout ça pour dire que parfois, là, nous, on pense qu'on est clair. On trouve qu'on est clair. Ce qu'on a dit, c'est clair pour moi, mais ce ne l'est pas pour les autres. Et c'est là le problème. Là. C'est là le risque en communication. Ce qui est clair pour moi ne l'est pas automatiquement pour les autres. Si je te dis, fais-moi ça vite, c'est quoi vite? On n'a pas toute la même définition de vite. Donc, première erreur, assurez-vous de prendre un langage que les autres ne comprennent pas. Deuxième conseil, ne réfléchissez pas avant de communiquer. Vous embarquez dans la communication sans vous poser de questions, sans réfléchir. Let's go, je dis ce que j'ai à dire. Et pour ça, je vais vous parler de ce qu'on appelle les 7 C de la communication, qui est quelque chose que j'enseigne qui aide parfois à prévenir cette erreur-là, justement. C'est 7 mots qui commencent par C, qui, si on les applique, si on y réfléchit quand on se prépare, quand on communique, on augmente les chances de ne pas faire l'erreur dont je viens vous parler, justement. Le premier, cohérent. Ma communication est cohérente. Elle se tient. Il y a une structure, je comprends que tu passes du point A au point B au point C. Donc, ça, c'est cohérent, je peux te suivre. OK. Un autre C, concret. Concret, ça veut dire ce que tu me communiques, je vois le lien avec ma réalité. Je comprends de quoi tu me parles. Je peux faire le lien entre le message et ma réalité. C'est comme on dit souvent, tu ne fais pas du pelletage de nuages. C'est concret, je peux agir, je sais quoi faire. Ensuite, correct. Bon, celle-là, il est simple. Je te donne les bonnes informations. Les informations, la communication est correcte. Ensuite, complet. Ah, ben là, il va un peu avec correct. Hein? Je te donne toutes les informations. Il ne te manque pas d'informations pour réussir à faire ce que tu es supposé. OK, ça fait du sens. Mais là arrive un court et clair. Oh boy. C'est là souvent que le bas blesse. Là. On le voit dans les courriels, on le voit dans les messages sur une boîte vocale. Là. On écrit des courriels longs de même, où on laisse des messages sur une boîte vocale qui prennent 2 minutes et demie, 3 minutes, 4 minutes, jusqu'à temps que la boîte vocale te dise « Elle t'arrête, là. » Elle dit « Si tu n'as plus de temps, l'enregistrement est fini, il te force à arrêter. » Ben, le problème, quand c'est trop long, c'est que souvent aussi, c'est pas clair. On perd de la clarté quand c'est trop long. Et clair aussi veut aussi dire, il faut que mon message, là, ce que je veux que tu retiennes, ce que je veux que tu comprennes, soit bien clair. Tu sais, dans un courriel, là, tu écris un courriel, 3, 4 paragraphes, et tu demandes une action à la personne. Je veux qu'elle fasse quelque chose. Et là, l'action, elle est perdue quelque part dans le deuxième paragraphe. Bonne chance. Bonne chance que la personne puisse bien identifier l'action puis puisse la faire. Par exemple, ce qu'on veut faire dans ce cas-là, c'est peut-être on peut faire un courriel long parce qu'on a beaucoup de détails à dire, mais il faut que les actions soient claires et écrites courtes. On peut l'isoler du paragraphe. Blablabla, bla, bla, des paragraphes. Voici ce que j'ai besoin que tu fasses. 2 points. On écrit l'action. On le met en caractère gras. On continue notre courriel. Mais là, c'est clair. Et l'action, elle est courte, elle est précise. Je peux agir. Un autre C important, la courtoisie. Et celui-là, il est particulièrement intéressant parce que ce qui est courtois pour vous n'est peut-être pas le même niveau de courtoisie que moi j'ai avec quelqu'un d'autre. Pensez-y. Par exemple, le vouvoiement. Moi, j'ai été habitué à vouvoyer les gens que je ne connais pas ou les gens que je ne connais pas de près, que ce pas des amis proches. Je suis habitué de les vouvoyer. Mais je trouve ça plus le fun de tutoyer, par contre. On dirait que c'est plus amical, on est plus proche. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça quand on ne les vouvoie pas, qui n'aiment pas le tutoiement. La courtoisie vient aussi
dans les communications, par exemple, dans un courriel. Commencer un courriel en disant est-ce que tu peux me faire ça? Ou envoie-moi le dossier. Ou c'est quoi déjà telle information? Il y a des gens, vous en faites peut-être partie, que si tu ne commences pas avec bonjour, puis là, tu as ta phrase, puis peut-être merci, bonne journée ou à bientôt, ils vont se dire, écoute, on n'a pas élevé les cochons ensemble, comme on dit souvent au Québec, c'est un peu impoli, c'est un peu direct. Et il y en a d'autres qui vont dire, moi, je m'en fous complètement. Tu me mets dans le courriel ce que tu veux, je te réponds, puis je ne serai pas offensé de ça. Bien, c'est là le problème en communication. C'est que tu ne sais pas, la personne devant toi, qu'est-ce qu'elle voudrait, à quoi elle s'attend. Et ce que je donne comme conseil généralement aux gens, c'est, mais peut-être une coche de plus de politesse. Tu sais, tu te dis, ouais, ça doit être suffisant, mais je vais être sûr, je vais le mettre là. En passant, bien sûr, là, les gens avec qui vous travaillez au quotidien, puis vous écrivez 25 fois par jour, c'est autre chose. Mais dès que vous travaillez avec quelqu'un de l'externe qui est pas toujours en communication avec vous, bien, faites attention à la courtoisie. Puis là, je parlais de la méthode écrite, mais je vous en montre une autre. OK? Le fameux téléphone, là. Tu parles avec quelqu'un, là, courtois, tu sais, n'es pas impoli, mais tu regardes toujours ton téléphone, tu envoies des messages, tu textes. Est-ce que c'est réellement courtois? Pour vous, peut-être que vous êtes en train d'écrire quelque chose, prendre une note par rapport à ce que la personne dit, mais pour elle, vous ne l'écoutez pas. Vous faites autre chose. À surveiller. Donc, les 7 C de la communication, il y en a plusieurs. Je peux passer beaucoup de temps sur chacun, mais j'ai pris la peine de couvrir ceux que moi, je me rends compte au fil des années que si vous voulez vous planter dans vos communications, faites des longs messages, faites des messages brouillons, pas très clairs, puis assurez-vous d'être impoli. Vos communications, ça va être un échec comme on veut. Conseil numéro 3. Rappelez-vous que tout le monde voit les choses de la même manière que vous. OK? Donc, moi, là, quand je disais tout à l'heure, hey, fais-moi ça vite, tout le monde devrait comprendre que quand je dis fais ça vite, c'est 10 minutes maximum. Quand je dis à quelqu'un, je te rappelle bientôt, bien, cette personne-là devrait comprendre que je suis occupé, puis bientôt, c'est d'ici vendredi. Donc, conseil pour l'échec, rappelez-vous que tout le monde voit les choses de la même manière que vous. Et c'est là qu'on vient faire face à nos perceptions. Ouais. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes perceptions des mêmes choses. Fais-moi une belle job. Ben, moi, je t'ai fait une belle job. Ouais, mais c'est pas assez. C'est là que les perceptions sont un problème. Regardez l'image à l'écran. Cette image-là s'intitule Un couple qui regarde son avenir. C'est beau, hein? Et quand je donne mes formations, je demande aux gens, à partir de cette image-là, c'est quoi l'avenir de ce couple-là? Il y a des gens qui me disent c'est un avenir paisible. D'autres vont dire ben, ils vont se bâtir un chalet sur le bord de l'eau. D'autres me disent ils vont aller en voyage. D'autres, ils disent leur avenir, ils voient loin. Ils ont un bel avenir. Il y a du monde qui me disent oh, leur avenir, il est menaçant, on dirait que l'arbre veut les manger. Mais il y en a qui me disent, des fois, ça vient vite, ils me disent ben, leur avenir, c'est clair, c'est qu'ils vont avoir un bébé. Je ne sais pas si vous voyez un bébé présentement dans cette image-là, mais il y en a un. OK? Regardez bien l'image, là. Il y a un bébé. Le voilà. Et ça, cette image-là, elle est vraiment intéressante. Enfin, pas l'image, que la façon dont les gens l'aperçoivent. Il y a des gens, là, j'ai même pas fini de dire, voyez-vous le couple qui regarde son avenir? Ils me disent, hey, il y a un bébé! Et j'ai d'autres groupes, des fois, là, on jase, ils me disent toutes les réponses que je vous ai données. Puis, à un moment donné, après 3, 4 minutes de discussion, 5 minutes, il y en a un qui dit, eh ben moi, je vois un bébé. Là, tout le monde le regarde comme s'il était un énergumène, un hurluberlu, puis ils font comme, comment ça, il y a un bébé? Il n'y a pas de bébé là-dedans. Là, tout d'un coup, les gens commencent à voir le bébé, puis ils font, ah ben oui, il y a un bébé. L'idée ici, là, c'est pas est-ce que tu as vu le bébé rapidement ou non? Ça ne dit rien sur ton intelligence. Mais ce que ça nous montre, c'est que tout le monde qui a vu la même image en même temps, au même moment, n'ont pas vu la même chose en même temps.
Il y a des gens qui voient le bébé super vite, d'autres qui ne le voient pas. Même qu'il faut que je fasse le contour comme ça après 5 minutes pour que certaines personnes le voient. Et ça nous en dit long sur nos perceptions. Un autre exemple. Je ne sais pas si vous êtes allé au bureau ce matin. Moi, je me suis déplacé. Ça m'a pris 1h20 dans le trafic pour me rendre. J'ai été pris dans le trafic comme ça. Et sûrement, vous avez déjà été pris dans la circulation comme ça, vous aussi. Tu sais que votre vitesse maximum, là, c'est 5-10 km/h. Ça fait 20-30 minutes que tu es pris dans la circulation. Puis tu es vraiment écœuré, tu es tanné. Tu en es rendu de mauvaise humeur, là, tellement que tu n'es plus capable d'en prendre. Et là, tu regardes dans ton rétroviseur et tu vois ça qui s'en vient dans ton rétroviseur. Et là, tu fais « Ah non, ça va juste empirer les choses. » Mais tu te tasses. Pouce par pouce, de centimètre par centimètre, tu réussis à te tasser du chemin pour laisser l'ambulance passer parce que, hey, c'est une ambulance. Et là, après que l'ambulance est passée, tu te dis « Bon, OK, je vais me replacer dans ma voie, puis je vais être encore pris dans la circulation qui risque d'être pire. » Mais tu regardes dans ton rétroviseur, par réflexe de sécurité, pour voir si tu es libre. Et là, tu vois dans le trou que l'ambulance a fait, ce char-là s'en venir. Qu'est-ce que tu fais? Ben, beaucoup de gens, plus que vous le pensez, me disent « Hey, moi, là, si c'est sécuritaire, j'y bloque le chemin. Tu n'abuseras pas du système, toi, tu vas rester en arrière, comme tout le monde. » Ceux qui ne font pas ça, souvent disent ben, « Je ne suis vraiment pas content, je vais peut-être le klaxonner, y montrer un de mes 5 doigts, je vous laisse deviner lequel. » Mais généralement, les gens ne sont pas contents. Il y a quelques personnes très zen qui disent « Oh, c'est pas grave, il est sûrement pressé, c'est correct, je le laisse aller, ça ne me dérange pas. » Mais en général, les gens ne sont pas contents. Et là, ça nous amène à cette question-là. Pourquoi on perçoit ces gens-là différemment? Les gens, là, regardez, l'ambulance et la voiture font exactement la même chose. Ils adoptent le même comportement. Tasse-toi, je passe. L'ambulance, on la laisse passer sans problème. Bon, c'est pas satisfaisant parce qu'on est pris dans la circulation. Mais l'autre, on est comme, hey, toi, tu vas rester en arrière. Maintenant, transposons ça à un être humain. On a quelqu'un qui nous dit quelque chose ou qui fait quelque chose, on est comme, ah, c'est correct. Puis l'autre fait la même chose, dit la même chose, puis on n'aime pas ça. Qu'est-ce qui fait la différence? Encore une fois, c'est nos perceptions. Moi, l'ambulance, là, je sais à quoi ça sert. Ma fille avait 3 ans, puis elle avait une petite ambulance jouet, puis elle savait que les gens malades allaient dans l'ambulance, puis l'ambulance allait pour les sauver. On le sait depuis longtemps, puis en plus, il y a une loi qui dit tassez-vous du chemin quand l'ambulance s'en vient. Fait qu'on se tasse, puis on comprend que l'ambulance est là pour aider des gens. La voiture, par contre, haha, toi, je te connais pas. Je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que tu fais, mais tu passeras pas. Pourtant, ils font la même chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne réagit pas pareil? La façon que je te perçois, ce que je pense de toi, ce que je sais à propos de toi. Et chez les êtres humains, c'est la même chose. Quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup, fait une erreur. Il fait quelque chose même que j'aime pas, ça me fâche. Mais je suis comme, hey, c'est sûr, c'était pas le fun, là, mais je comprends, tu es une bonne personne. Une autre personne que je connais pas, ou pire, que j'aime pas trop, fait la même chose. Ah ben là, ça marche pas. Hey, ça se peut-tu être un incompétent de même? Mais pourtant, ils ont fait la même erreur. On n'a pas réagi de la même façon. Donc, en communication, notre perception, ce qu'on pense des gens, ce qu'on comprend de la situation, ce qu'on voit des gens, ben ça, c'est une excellente source d'erreur si vous voulez vous planter encore dans vos communications. Ce qui nous amène, conseil numéro 4. Vous n'avez pas besoin de vous adapter à votre auditoire. Par exemple, souvent on le voit, là, vous l'avez peut-être vécu, moi je l'ai vécu quelques fois, dans le domaine de la mécanique automobile. Il y a certains mécaniciens qui sont des maîtres de ça. Ils vont t'expliquer ton problème. Ils vont t'expliquer ce qui ne va pas avec ton char. Tu ne comprends rien, puis tu fais OK, ben, réparez-le. Moi, je ne connais rien aux autos, OK? Ça ne m'intéresse pas, je ne connais rien. Puis quand le mécanicien prend des mots compliqués, ouais, ça ne me tente pas d'avoir l'air fou. Je vais devoir y faire confiance.
il ne s'adapte pas à l'auditoire. Et ça, c'est une excellente façon de se planter. Et c'est pour ça que je vous présente ici ce qu'on appelle le cycle de la communication interpersonnelle. Dans une communication, il y a toujours un émetteur qui envoie un message à un récepteur. Ça va bien, on le connaît. Imaginons aujourd'hui, moi, je suis l'émetteur à gauche et vous êtes les récepteurs et réceptrices à droite. Moi, Sébastien, à midi 28 aujourd'hui, j'ai de l'expérience, des attitudes, des émotions, des idées, des valeurs, des besoins qui font de moi la personne que je suis. J'aurais fait cette conférence-là hier midi, j'aurais pas eu la même expérience de vie, j'aurais peut-être pas les mêmes émotions, la même attitude, et ça veut dire que j'aurais été une personne différente, légèrement différente, mais différente. Et tous ces éléments-là que vous voyez se combinent pour créer ce qu'on appelle un code. Moi, j'ai un code. La façon que je vous parle présentement, les mots que j'utilise, le ton de ma voix, l'énergie de ma voix, mon non-verbal, mon visage, mes mains, ma position de mon corps, tout ça, c'est mon code. J'encode ce qui est dans ma tête et je vous l'exprime de manière verbale et non verbale. Mon code, par exemple, peut traverser un environnement physique qui pourrait nuire à la communication. Par exemple, un environnement physique bruyant. Il y a du bruit quand je vous parle. Bien, c'est sûr que la communication est plus difficile à passer. Le canal de communication. Si j'étais dans un auditorium devant vous, ça ne serait pas la même réception, la même transmission que si on le fait en vidéoconférence comme ça. La relation qu'on a ensemble, ce que vous pensez de moi, ça va changer comment le message va être reçu. Et finalement, le contenu, le sujet dont je vous parle, ça vous intéresse-tu ou ça ne vous intéresse pas? Ouais, ce sujet-là, c'est plate, donc dès le départ, ça ne me tente pas de t'écouter, peu importe ce que tu dis. Et là, vous, récepteurs et réceptrices, aujourd'hui à 12h30, vous êtes aussi des gens qui ont de l'expérience, des attitudes, des émotions, des idées, des valeurs et des besoins. Si vous aviez écouté cette conférence-là hier ou demain, vous n'auriez pas eu la même écoute face à ça. Mais comme vous êtes en mode réception, ce n'est pas un code que vous avez, c'est un décodeur. Vous décodez ce que je vous dis, qui a traversé tout le milieu, et là, vous l'interprétez selon qui vous êtes. Comme par exemple, si vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui et vous êtes fatigué, ça ne vous tente pas de m'écouter peut-être. Ou vous prenez des bouts, mais vous l'écoutez de façon très différente. Mais je vous donne un exemple concret. Je vais prendre Odette, qui était là au début, qui nous a parlé. Odette, imaginons qu'elle et moi, on travaille dans la même organisation, une grande entreprise, depuis quelques années, mais on ne se connaît pas vraiment. Elle est dans un département, moi je suis dans un autre département complètement. On se croise dans les corridors, on se connaît de vue, c'est tout. Et hier, Odette était au comité de direction de l'entreprise pour faire une présentation sur son projet. Et moi, j'assistais parce que j'avais aussi une présentation à faire. Et Odette a présenté son projet dans le but d'aller chercher plus de temps et plus de budget pour son projet. Et là, j'ai écouté la présentation et j'ai fait Hey, c'est vraiment intéressant ce qu'elle fait comme projet. Je ne savais pas du tout sur quoi elle travaillait, mais ça a beaucoup de potentiel. Et là, la réunion finie. Le lendemain, je croise Odette dans le corridor, mais je suis pressé, je m'en vais chez un client, puis je la vois, puis je dis Hey Odette, ta présentation hier, good job. Et je continue mon chemin parce que moi, je suis pressé. Et là, Odette reçoit mon message qui est Hey Odette, ta présentation hier, good job. Mais voici ce que je ne sais pas. Au niveau de son attitude, ses émotions, même son expérience, Odette trouve que sa présentation, elle s'est plantée. Dites-le pas à personne, là, mais elle pense qu'elle n'aura pas son extension et son budget augmenté pour son projet. Elle n'est pas vraiment contente de la qualité de sa présentation. Et en plus, ce que je ne sais pas, Odette, elle m'aime pas. Elle trouve que je suis un grand arrogant. Pourquoi, je ne sais pas. Je suis une super bonne personne en passant. Mais elle ne m'aime pas. Mais ça, je ne le sais pas, moi. Alors, remettons-nous dans le contexte de la communication que j'ai faite. Hey, Odette, ta présentation hier, good job. Je continue mon chemin. Comment est-ce qu'elle va interpréter ça maintenant? Ouais. C'est comme si j'y plantais un couteau dans le dos, puis je le tournais après. Hey, bravo pour t'être planté hier, c'était vraiment pas bon.
Mais l'affaire ici, là, c'est que c'est pas ça mon intention. C'est pas ça le message que je veux envoyer. Moi, le message que je voulais sincèrement lui dire, c'est c'était bon ta présentation. Moi, j'ai aimé ça. Elle, elle trouve qu'elle s'est plantée parce qu'elle est très exigeante avec elle-même. Et moi, j'ai trouvé ça bon. Et comment je peux faire pour gérer ça? Parce que je ne sais pas qu'elle m'aime pas, puis je ne sais pas qu'elle s'est plantée dans sa présentation. Ben, il n'y a rien d'infaillible ici. Là, si vous me dites, on est suspendu à tes lèvres, Sébastien, pour savoir la solution parce qu'on va l'éviter. Si j'avais la solution infaillible, je ne serais pas ici aujourd'hui. Un, je serais millionnaire. Deux, je serais en train de répandre la paix dans le monde. Clairement, je ne suis pas là. Fait que je n'ai pas la solution infaillible. Par contre, il y en a une solution que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, c'est quoi? C'est quand tu communiques avec quelqu'un, ou même quand tu écoutes quelqu'un, quand tu lis un courriel, quand tu laisses un message sur la boîte vocale, dis-toi, je devrais investir 5 secondes de plus dans cette communication-là pour augmenter les chances d'être bien compris ou de bien comprendre. Mais ça veut dire quoi 5 secondes? Par exemple, je suis sur mon téléphone, j'envoie un texto. Tu sais, les textos, là, c'est pas facile. Là. On essaie de dire beaucoup de choses en peu de mots, puis c'est vraiment pas le bon résultat. Fait que là, moi, je suis là, puis je tape mon texto, puis je me dis, le monde, ils vont me comprendre, ça va être bien clair, tout le monde va me suivre. Ouais, mais tu sais, des fois, tu mets pas assez de mots, tu mets des abréviations, des acronymes, puis les gens ne comprennent pas exactement ce que tu veux. Ajoute donc 5 secondes de plus à ta communication. Prends 5 secondes de plus pour écrire le mot au complet ou pour relire ton texto et réaliser que l'autocorrect il a changé un mot important. Quand tu envoies un courriel, prends donc 5 secondes pour dire bonjour puis merci. Il y a des gens pour qui c'est important. Ou prends 5 secondes pour relire est-ce que ton message y est clair. Quand tu rencontres quelqu'un dans le corridor, prends 5 secondes pour lui demander comment ça va puis de sincèrement l'écouter. Parce qu'on sait que, hey, comment ça va, merci, fini. Non, non. Ouais, comment ça va? Comment ça a été telle chose? Prends 5 secondes de plus pour écouter la personne devant toi. Imaginez la différence que ça peut faire. Tu reçois un courriel de quelqu'un, tu le lis, mais prends donc 5 secondes de plus pour réfléchir. Qu'est-ce que la personne veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire? Ou pour relire un passage pour être sûr de ne pas l'avoir mal compris. Moi, je pense sincèrement que d'investir 5 secondes de plus dans nos communications peut faire une différence. Ah oui, vous pourriez me dire, ouais, mais Sébastien, 5 secondes, on pourrait faire la règle des 60 secondes. Hey, 60 secondes par communication, on va être bon. C'est vrai. Mais je ne sais pas pour vous, là, mais si je mets 60 secondes de plus par communication dans ma journée, bonne chance. Et je ne rentrerai pas dans mon temps. Mais je pense que 5 secondes, c'est faisable. Oui, 60 secondes, dans certains cas, tu vas le faire pour des choses beaucoup plus étoffées. 5 secondes de plus pour t'adapter à l'auditoire. OK, à qui je vais parler? Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle ne sait pas? Je prends 5 secondes de réflexion avant de m'exprimer. Bien ça peut améliorer beaucoup la communication. Ce qui nous amène au conseil numéro 5. Si vous voulez assurer l'échec dans votre communication, votre ton n'est pas important. Seuls les mots que l'on dit comptent. Le ton de voix que j'ai, on s'en fout, c'est pas grave. Les gens sont capables d'en prendre. Moi, j'aime ça quand les gens sont directs avec moi et me disent ce qu'ils ont à dire. Fait que moi, je vais leur dire direct. S'ils ne sont pas contents, qu'ils s'arrangent. C'est les mots que je dis qui sont importants. Erreur. Et c'est là qu'on arrive dans la façon de s'exprimer. Ferme. S'exprimer avec fermeté. Je prends toujours le même exemple puis je vous le partage. Moi, mettons, je suis gestionnaire et j'ai un employé qui est arrivé en retard à une réunion. OK? Et je veux lui en parler parce que je ne veux pas que ça se répète. Si je suis trop ferme, ça va être du genre comme hey, toi, 10 minutes de retard dans la réunion, c'est assez. C'est clair? Je ne sais pas pour vous, là, mais si je parle comme ça à quelqu'un, qu'est-ce que je vais créer chez cette personne-là? Puis en passant, j'ai exagéré, ça peut être un peu moins, là. Mais hey, toi, 5 minutes,
Retard, ça ne marche plus. C'est assez. Trop ferme, je vais créer quoi chez la personne? Ce que j'appelle la défensive mentale. Et ça, c'est un concept important. Là. La défensive mentale, c'est comme le boxeur. Là, quelqu'un me dit « Hey, toi, il faut que je te parle. » Et là, je m'en viens pour écouter la personne, ou je commence à écouter la personne, et là, je suis prête à me protéger. Parce que je me dis « Oh boy, qu'est-ce qui se passe? La personne est agressive, la personne veut me blâmer. » Puis en passant, ce n'est pas toujours le ton. Hein? Si moi, je suis le patron de quelqu'un, puis je dis « Hey, tu peux-tu venir dans mon bureau? » Oh boy, qu'est-ce que j'ai fait? Mon boss va me blâmer. Oh my God, j'ai peur, j'ai peur. Mais c'est la même chose. Être trop ferme, trop direct, on crée de la défensive mentale. Et qu'est-ce qui se passe quand l'employé ou la personne devant nous, tout ce qu'elle pense, c'est se protéger? Elle n'écoute pas. Elle est prête à recevoir les coups ou en donner un. Mais ce n'est pas là qu'elle va écouter et qu'elle va collaborer. L'autre côté de la balance, trop amical. Trop amical. Là, j'ai mon employé qui est arrivé en retard, puis je disais hey, écoute, ce matin, tu es arrivé 10 minutes en retard à la réunion. Je sais, tu es un super bon employé, là, puis ça t'arrive pas souvent. Mais j'aimerais ça si tu pouvais peut-être faire un effort pour que ça n'arrive pas. Mais je comprends, là, tu fais des efforts, mais je voulais t'en parler. Ça, c'est trop amical. C'est mou. Et qu'est-ce que ça fait penser la personne? Ce n'est absolument pas important. Ah oui, mon patron, mon collègue me dit quelque chose, mais c'est tellement mou, tellement trop amical. Bah, moi y penser, mais je vais-tu mettre vraiment un effort là-dessus? Et donc, ici, ce qu'il faut, là, c'est pour ça que j'ai mis une balance. Il faut trouver votre équilibre entre les deux. C'est quoi cet équilibre-là, là? Ferme et amical. Comme par exemple, mon employé qui est arrivé en retard. Je vais faire l'équilibre entre les deux. Je veux dire, excuse-moi, j'ai remarqué ce matin, tu es arrivé 10 minutes en retard à la réunion. Tu le sais, pour moi, les retards, ce n'est pas acceptable. Je m'attends que c'est quelque chose qui ne se reproduise pas. Merci. Avez-vous remarqué? Les mots que j'ai dit étaient très fermes. C'était ferme ce que j'ai dit. Tu es arrivé en retard, tu le sais, pour moi, les retards, ce n'est pas acceptable. Je m'attends que ça ne se reproduise pas. Mais mon ton, mon approche, mon visage était amical. C'était avec respect que je parlais à l'autre. Et ce qui se passe, c'est que l'autre, ben, c'est pas le fun de se faire blâmer quelque chose, hein? Mais il va être beaucoup moins sur la défensive. Il y a beaucoup plus de chances qu'il fasse comme ah ouais, non, je suis vraiment désolé, mais je te le promets, c'est pas quelque chose qui va se reproduire. Ça va y tenter de collaborer avec moi. Ça va y tenter de m'écouter. En passant, dites-le pas, là. Mais les conseils que je vous donne, c'est très utile dans un cadre personnel. Avec votre conjointe, vos ados, ça marche, ça aussi. La communication, c'est partout. La communication, c'est un être humain qui interagit avec un autre être humain, qui transmet un message, qui écoute un message. Je prends beaucoup des exemples professionnels. C'est la même chose à la maison et avec vos amis. Autre chose, quand on parle de communication puis de dire aux gens les choses, c'est quoi la différence entre une critique, un compliment puis du feedback? Ouais, la différence. Elle a l'air évidente, là. Elle ne l'est pas tant que ça. Une critique. Une critique, c'est quelque chose qui inclut du jugement. Comme par exemple, si je dis à quelqu'un, ta nouvelle coupe de cheveux ne te fait pas bien. En passant, dites pas ça. Okay? Mais c'est une belle façon de créer un problème de communication. Ta nouvelle coupe de cheveux ne te fait pas bien. Bien, ça, c'est mon opinion. Cette personne-là, peut-être qu'elle va se dire, t'es d'un patate, moi, je trouve qu'elle me fait bien. Puis l'autre personne à côté va dire, c'est vrai qu'elle y fait bien. Puis l'autre va dire, ouais, c'est vrai que ça fait dur. On espère que ce n'est pas ça qui va arriver en passant. Là. Mais une critique, c'est mon jugement. Tu travailles mal. Tu n'es pas à ton affaire. Tu collabores pas bien. Tu communiques mal. Tu ne fais pas attention à la qualité de ton travail. Comment dire? Le problème avec ça, là, c'est que moi, je me sens jugé. Tu travailles mal. Non, je travaille bien. Et non, tu travailles mal. Non, je travaille bien. Puis là, on va s'obstiner parce que c'est du jugement, c'est de l'opinion. Il n'y a personne qui a raison. Tu travailles mal? Moi, je ne le prends pas. Je trouve que je travaille bien, fait que je travaille bien. Ben non, tu travailles mal. Ben oui, je travaille bien. Ben non. Ça ne donne rien. La critique, c'est de l'opinion, du jugement, et ça va
toujours créer chez l'autre, sauf rare exception, une défensive mentale, mais non seulement une défensive mentale, mais une contre-attaque aussi. Parce que ça se peut qu'il commence à vous critiquer, et là, ça va donner naissance à un conflit. Alors, conseil ici, si vous voulez éviter l'erreur, toujours, 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 toujours éviter la critique. À moins que vous faites une critique de cinéma ou de film là, ou de théâtre, c'est correct. Mais quand tu parles à propos de quelqu'un, tu parles de quelqu'un, tu parles à quelqu'un, si la personne, tu la critiques, tu viens de briser son écoute et sa collaboration. Le compliment, c'est la même chose. Hey, ça te fait bien ta coupe de cheveux. Cette chemise-là te fait bien. Ah, oh, merci. Merci. Ah, c'est rien. C'est une vieille chemise. Il n'y a rien là. Ah, mes cheveux, j'ai rien fait de spécial à mes cheveux. Merci. C'est le fun, le compliment. Là. On est toujours un peu mal à l'aise de le recevoir, mais c'est le fun. Mais c'est du jugement aussi. Là. Si je dis à quelqu'un, tu travailles bien. Ah, merci. Mais qu'est-ce que cette personne-là fait de bien dans son travail? Bon, il n'a pas dit. Il veut juste travailler bien. Et c'est là que le feedback devient important. Le feedback, c'est que je te dis clairement un comportement à changer ou à répéter. Tout à l'heure, je disais à quelqu'un, tu travailles mal. Bien, peut-être que moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il laisse son espace de travail en désordre. Tu travailles tout croche. Non, ton espace de travail est en désordre. Ça, c'est un feedback. C'est un fait. C'est un comportement observable, mesurable, vérifiable. En positif, si je dis à quelqu'un, hey, toi, tu es fiable. Qu'est-ce que j'ai vu, moi, qui me fait dire que la personne est fiable? Bien, elle arrive toujours à l'heure. Ou elle respecte toujours ses échéanciers. Bien, dites-y. Hey, toi, là, tu respectes toujours tes échéanciers. Moi, ça m'aide. Je peux me fier à toi. Merci. C'est beaucoup plus puissant que, hey, toi, tu es efficace et tu es fiable. On y dit beaucoup plus fort. Et ça m'amène, conseil numéro 6, prenez pour acquis que vous avez été compris. Prenez pour acquis que vous avez été compris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, ça m'amène au mot le plus dangereux en communication. Et ça, là, vous le faites déjà. Vous allez vous rendre compte que cette erreur-là, vous la faites souvent, plusieurs fois par jour, depuis des décennies. Le mot le plus dangereux en communication, pour moi, c'est le mot supposé. Je n'ai pas besoin de le dire, ils savent. Je n'ai pas besoin de vérifier qu'ils ont compris. Ils m'ont dit qu'ils avaient compris. Je leur ai demandé, as-tu compris? Puis ils ont dit oui. Ils ont compris. Je n'ai pas besoin de poser de questions, je suis sûr que j'ai compris. J'ai envoyé un courriel la semaine passée. Ils l'ont donc lu, ils sont au courant. D'habitude, on fait toujours ça de même. Ils vont donc le faire comme ça. La personne me dit qu'elle allait faire la commande dont j'avais besoin. Je suppose qu'elle a fait sa commande. Voyez-vous comment c'est un risque, le mot supposé? Je suppose que tout est selon ce que je pense, sans vérifier. Quand je dis à quelqu'un, fais ça vite, je suppose que la personne comprend que faire ça vite, ça veut dire d'ici une demi-heure. Moi, j'ai eu ma boss une fois qui me dit, tu feras ça quand tu auras le temps. Oh, quand j'aurai le temps. Il y a du monde que je connais, ça va être dans 3 ans, quand ils vont avoir le temps. Mais moi, je fais de quoi finir ce jour-là? Et elle est venue me voir à 2 heures, elle m'a donné ça à 11 heures le matin, puis elle me dit, tu l'as-tu fait? Ah non, mais tu m'avais dit quand j'aurais le temps, je voulais le faire juste après que j'ai terminé ça. Elle dit, ouais, quand tu auras le temps, mais je m'attendais à l'avoir bientôt quand même. Oh. Et c'est là que ça amène des exemples d'histoires, excusez, des histoires d'exemples qu'on peut avoir eu des échecs en supposition. Par exemple, une amie à moi amenait ses enfants à la garderie. La gardienne lui dit, hey, madame, on veut juste vous informer, on a un petit changement à l'horaire. Mon conjoint et moi, on prend des vacances dans un mois. Dans un mois, la garderie va être fermée pendant 15 jours. Oh, OK. On retourne à la maison, on trouve des gens pour s'occuper des enfants pendant les vacances. Mais elle revient à la garderie quelques jours plus tard, puis la gardienne lui dit, il y a beaucoup de parents qui ont mal compris. Quand je dis que la garderie va être fermée pendant 15 jours, c'est 15 jours ouvrables. On va être en vacances 3 semaines. Mais tous les parents avaient dit, hey, on va être en vacances, la garderie va être fermée pendant 15 jours. Tout le monde avait compris 2 semaines. Ouais. Imaginez le bordel que ça peut donner. D'ailleurs, supposez, regardez ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est 2024. Hein, vous êtes d'accord? Si je vous dis écris 2024, tu vois, il y a des chances que tu m'écrives ça. Mais par contre, si je dis écris-moi 2024, ça se peut que quelqu'un écrive ça. 2024. Puis ça se peut que quelqu'un dise ah ben non,
c'est ça, 2, 0, 2, 4. Et l'autre va dire, ben non, c'est pas ça. 2, 0, 2, 4. Quand je dis supposer que c'est un risque, c'est un mot dangereux, mais c'est exactement ça, là. Imaginez maintenant remplacer le 2, 0, 2, 4 par une instruction. Quelque chose que la personne doit faire ou ne pas faire. Écris-moi 2, 0, 2, 4. Tu as déjà 4 solutions possibles. C'est pas surprenant que 80% des problèmes d'une organisation viennent de la communication quand on voit ça. Donc, les histoires d'erreurs, il y en a plein. Je suis sûr que vous en avez en tête. Je suis sûr que si vous réfléchissez, là, puis après la conférence, vous allez peut-être avoir ce mot-là qui va rester en tête, supposé. Vous allez en voir plein. Et j'espère que vous ne voudrez pas tomber dans l'erreur. Puis vous allez vous dire, oups, est-ce que je suis en train de supposer? Ou oups, est-ce que la personne va supposer? D'ailleurs, comment éviter de supposer? Mais là, ça dépend de la situation. OK? Tu peux poser des questions, vérifier si la personne a compris. Tu peux fournir un document. Voici ce que je veux que tu fasses. Tu peux superviser. Je vais aller jeter un coup d'œil sur ce que la personne fait. Tu peux définir les mots peut-être plus compliqués. Tu peux t'assurer que tu n'utilises pas des mots comme bientôt, vite et tout ça. Tu veux les quantifier. Tu peux mettre la personne avec quelqu'un d'autre qui connaît la tâche, peut-être. Mais un petit truc, et vous allez voir, ça c'est vraiment intéressant. Parce que quand je dis aux gens, tu vas questionner la personne pour voir si elle a bien compris. Ouais, mais quand tu demandes ça à quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui fait ce travail-là depuis longtemps, ça se peut-tu qu'il ait l'impression que tu le traites en imbécile? Genre, là, je veux m'assurer que tu as compris. Est-ce que tu peux me répéter ce que je t'ai expliqué? Mais si cette personne-là là, a fait ce job-là depuis 5, 6, 7 ans, elle n'a peut-être jamais fait cette tâche-là précisément. Mais pour elle, là, elle connaît ça. Ça se peut que dans sa tête, elle se dise, coudonc, me prends-tu pour un enfant, elle? Mais c'est là qu'il y a une subtilité. Au lieu de dire à la personne, est-ce que tu peux me répéter ce que je t'ai expliqué? Je veux être sûr que tu as bien compris. Elle, ce qu'elle va comprendre, c'est, tu es potentiellement un imbécile, prouve-moi l'inverse. Ce n'est pas un message que vous voulez envoyer. À l'inverse, tu pourrais dire à la personne, je veux être sûr que je ne me suis pas trompé dans mes instructions. Répète-moi ce que tu as compris, puis je vais corriger au besoin. Voyez-vous la différence, là? Au lieu de dire, toi, tu es potentiellement un épais, prouve-moi l'inverse, moi, je peux potentiellement faire des erreurs et je veux m'assurer que je n'en fais pas pour te donner les bonnes instructions. Alors, ça se fait comme ça. Un petit conseil bonus. Là, on a passé les 6 conseils. Dites une chose, puis faites autre chose. Je vais faire ça, puis tu fais d'autres choses. Et je vais faire exactement cette erreur-là présentement, parce que je vous ai dit au début, il y avait 6 conseils que je vous donnais, 6 erreurs, mais je vous en donne une 7e, un bonus. Si vous voulez être sûr d'avoir un échec dans vos communications, dans une discussion, ce que vous avez à dire, c'est le plus important. Pas ce que les autres ont à dire, on s'en fout des autres. Moi, s'il faut que je te parle, tu m'écoutes. Alors ça, là, excellent conseil pour manquer ces communications encore une fois. C'est qui la personne la plus importante au monde? Présentement, pensez-y. Qui est la personne à 12h51 qui est la plus importante au monde? Peu importe ce que vous allez répondre, la réponse, c'est moi. Puis vous allez peut-être vous dire, non, non, c'est moi. Puis l'autre va dire, non, c'est moi. Non, c'est moi. Mais c'est exactement ça. Moi, je suis la personne la plus importante au monde. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, je l'évalue, je le juge en fonction de qui je suis, comment ça m'affecte, ce que j'en pense de ça. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand tu es en interaction avec les autres, rappelle-toi ça. Cette personne-là devant moi, pour elle, elle est la personne la plus importante au monde. Et si je m'assure de mettre ça en application dans ma discussion avec elle, cette personne-là va se sentir respectée, va se sentir écoutée et la communication avec elle va être beaucoup plus facile au lieu de tout ramener à soi. Et ça m'amène à vous parler d'un concept qu'on appelle l'inversion de conversation. En anglais, ça s'appelle le conversation shift. L'inversion de conversation, c'est quoi? Imaginez le scénario suivant, et vous l'avez vécu cette semaine, je suis sûr. Quelqu'un vient vous voir dans votre bureau, à votre poste de travail, vous croise dans le corridor, à la maison, puis dit, « Ah boy, hey, j'ai tellement eu une grosse journée.
Mon boss me donne plein d'affaires à faire, je ne sais pas où donner de la tête, là, je suis épuisé puis je capote. Sûrement que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, quelque chose de similaire. Quelqu'un qui vient voir avec un défi. Ça ne va pas bien. Donc, hey, mon boss m'a donné tellement de choses à faire, moi je capote, je suis surchargé, je suis fatigué, je ne dors plus. Et là, vous, pour bien faire, vous lui dites ah, je te comprends tellement. Moi, ma boss, là, elle n'arrête pas de m'envoyer des courriels tout le temps, même le soir, pour me dire quoi faire pour le lendemain. Je suis rendu que ça bip chez nous tout le temps. Là. Je suis stressé, je suis vraiment fatigué. Là. Je te comprends tellement. Voyez-vous ce que je viens de faire? J'ai quelqu'un qui vient me parler d'une situation qu'elle vit, qui n'est pas facile. Et moi, c'est quoi ma réaction? Essayer de lui montrer que je la comprends en parlant de moi, que moi, je suis comme elle, puis que je vis ça moi aussi. Alors que la personne qui vient me voir et qui me dit ah, je suis épuisé, je suis fatigué, je ne sais plus où donner de la tête. Ah ouais, mais comment tu vois ça? Comment tu gères ça? T'en as-tu parlé à ton patron? Je m'intéresse à elle. C'est elle la personne la plus importante au monde, puis c'est elle qui a initié une discussion où elle a parlé de ça. Ça veut dire qu'elle a besoin d'en parler. Mais ne tombez pas dans le piège qu'on fait souvent, puis je le fais encore. Je ramène ça en mode ah, je te comprends tellement, moi aussi, c'est de même. T'es fatigué? Ah, je te comprends, moi, j'ai pas dormi, ça fait 2 jours. Je suis fatigué, moi aussi. Mais on fait ça pour être empathique. Mais on vient détourner la conversation. Aussi, l'autre chose, rappelez-vous, écouter, c'est l'autre partie de la communication. Sans écoute, il n'y a pas de communication. Donc, on doit démontrer à l'autre qu'on l'écoute pour bien communiquer. L'autre doit savoir que vous écoutez. Et ça, c'est le concept de l'écoute active. Je te démontre par des actions que je t'écoute. C'est quoi? Contact visuel. Je te regarde. Je te pose des questions pour en savoir plus. J'hoche la tête. Je fais des sons de genre OK. Ah, ouais. Je te démontre activement que je t'écoute. Je prends des notes, peut-être. Je résume ce que tu me dis. OK, donc là, ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, il est arrivé ça, ça, ça et ça. Et ce que j'envoie comme message à l'autre, c'est que je t'écoute. OK? C'est pas moi qui est important dans la conversation. Toi aussi, tu l'es. C'est pour ça qu'on a besoin d'une conversation. Conversation veut dire parler avec. Si c'était une versation, ben, c'est juste parler. Conversation, c'est que je parle avec quelqu'un. Donc, pour bien communiquer, l'autre doit savoir que moi, je l'écoute. Et en passant, assurez-vous d'écouter pour comprendre, pas pour répondre. Tu sais, genre, quelqu'un te parle, tu fais oui, 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 non, oui, oui, je comprends, je comprends. Oui, 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 oui. Puis là, dès que la personne arrête de parler pour prendre un respire, t'embarques. Tu l'as peut-être pas vraiment écouté. Tu étais sûr que tu comprenais ce dont on parlait, là, puis que tu avais tout compris, mais peut-être pas. Puis le message que tu envoies, c'est oui, oui, ta gueule, arrête de parler, je suis tanné de t'entendre, je suis prêt à parler. Vous ne voulez pas envoyer ça, ce message-là, parce que ça peut venir tuer la communication assez rapidement. Écoute pour comprendre. Quand la personne arrête de parler, prends 1 ou 2 secondes pour réfléchir à ta réponse, puis là, réponds. C'est correct, ça. Il n'y a pas une médaille que vous allez gagner parce que vous avez répondu 3 millisecondes après la fin de la phrase de la personne avant vous. Là. Il n'y a pas de prix à gagner pour ça. Au contraire. Et ça me rappelle une des 7 habitudes des gens efficaces par M. Stephen Covey, un livre en passant, une excellente lecture, Les 7 habitudes des gens efficaces, cherche à comprendre pour ensuite être compris. Prends le temps de comprendre l'autre, d'écouter l'autre, pour qu'en retour, il te comprenne puis il t'écoute. Puis je pense que ce qu'on vient de voir avec ça là, nous aide beaucoup là-dedans. Prends le temps de comprendre l'autre, d'où il vient, pourquoi il est comme ça. Et ça, tu vas pouvoir l'inclure dans ta réponse après. Et la personne va t'écouter, puis elle va te comprendre. Je vous laisse avec cette citation-là, que j'aime beaucoup. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même.